Bonjour tout le monde, je suis Claudine Martin, travailleuse sociale et aussi superviseur d'une équipe d'intervention positive à la santé publique de l'Estrichue. Je supervise une équipe d'une vingtaine d'intervenantes qui implantent l'intervention positive dans les milieux scolaires. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Andrea qui m'accompagne justement pour cette rencontre-là. Ça va bien, Andrea? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, moi, c'est Andrea Benjamin-Boucher. Je suis psychoéducatrice pour la direction de santé publique du CIUS de l'Estrichue à l'équipe Intervention positive. Je travaille principalement dans les milieux primaires, secondaires et post-secondaires à accompagner les milieux en intervention positive. Aujourd'hui, on a décidé de se rencontrer pour un peu répondre à certaines questions de nos milieux qui nous revient de façon régulière sur la maturité affective. Qu'est-ce que c'est la maturité affective? Ça part d'où? Et qu'est-ce qu'on doit faire justement pour amener nos jeunes à développer leur maturité affective? Voir c'est quoi les conditions à mettre en place pour y arriver avec nos élèves. Oui, dans nos milieux. Alors, on a la chance puisque M. Richard Robillard, psychopédagogue, qui nous a accompagnés beaucoup depuis le début du déploiement de notre intervention, de notre offre de service en intervention positive. Et on le reçoit aujourd'hui justement pour éclaircir un peu ce que c'est la maturité affective, puis c'est quoi le besoin des enfants pour arriver à cette maturité affective-là et au niveau du développement de leur cerveau aussi. C'est tout un privilège qu'on a. Ah, tout est parti, là? Ah! Alors J'aimerais, si tu le veux bien, que tu te présentes pour le bénéfice de notre auditoire. Alors, c'est ça, Richard Robillard, 77 ans. C'est un privilège de se rendre là. 57 ans cette année, je termine mes 57 ans dans le monde de l'éducation. J'ai enseigné au primaire dès le début de 67. Et puis au secondaire ensuite, conseiller pédagogique, parce que je suivais beaucoup de formations. J'étais intéressé à comprendre comment on se développe dans la vie. Moi, qui avais des difficultés avec ma maturité affective. Et puis, on m'a demandé d'être directeur d'école pendant 3 ans. Et mon enseignant intérieur m'a amené à aller retourner sur le plancher de l'enseignement. Et avec tout ça, j'ai été chargé de cours depuis les années 80 dans différentes universités, dont 3 ans en Nouvelle-Écosse, à l'Université Sainte-Anne. Et puis, depuis 1994, j'appartiens au département préscolaire primaire de l'Université de Sherbrooke comme chargé de cours en psychopédagogie. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, notre objectif, Andrea et moi, c'est vraiment de jaser, d'échanger avec toi justement sur le concept de la maturité affective. Parce que s'il y a une chose qu'on se fait nommer par nos milieux, c'est qu'on remarque de l'immaturité affective chez les jeunes. Fait qu'on se pose des questions sur plein de choses par rapport à ça. Puis la première, c'est évidemment, mais qu'est-ce que la maturité affective, en fait? Oui, qu'est-ce que la maturité affective? Mais je voudrais commencer par remercier le Dr. Gordon Neufeld, parce que ce concept-là vient de ses recherches. Au niveau, c'est un psychologue sur le développement. D'ailleurs, si on veut comprendre Gordon Neufeld, on a juste à lire le livre que tu as en main de Deborah McNamara, « Jouer, grandir, s'épanouir ». Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 voies en éducation. Il y a la voie comportementaliste, où on s'intéresse juste au comportement de l'enfant. C'est une voie d'éducation qui existe depuis des décennies, sinon des siècles, avec les avantages et avec des inconvénients, mais qui ne s'intéresse pas beaucoup à la maturité affective. Puis, il y a la voie de l'éducation développementale, relationnelle, le lien d'attachement est positif dans ce que vous faites, que là, on s'intéresse à l'importance de prendre en considération l'immaturité du cerveau des enfants et des ados, et on s'intéresse à la maturité affective et sociale des enfants et des ados, et on s'intéresse à la base de tout, comment construire et maintenir un lien d'attachement qui est à la base de la maturité. On agit avec maturité ou on agit avec immaturité. OK. Alors là, ça nous donne une ouverture. On peut apprendre à agir avec maturité. Mais pour apprendre à agir avec maturité, ça prend quoi? Bien, ça prend des adultes avec une qualité de présence. OK.
une qualité de présence. Daniel Segal parle des adultes qui agissent avec protection, qui nous offrent une attention, qui nous réconfortent, qui nous consolent, et avec qui on est en confiance. Donc, on développe le sentiment de sécurité. On L'adulte développe a un pouvoir à ce niveau-là. Oui, Okay. puis avec un attachement sécurisant, avec des adultes dont Gordon Neufeld nous parle des adultes qui agissent avec alpha, des adultes alpha, c'est-à-dire des adultes qui prennent en charge les besoins de développement d'un enfant. OK. Comprends-tu? Mais le rôle de l'adulte alpha, c'est de devenir un peu le réceptacle de ce qui se passe au niveau des enfants qui vivent des tempêtes émotionnelles, par exemple? Très juste, c'est d'être le contenant. Et moi, on appelle ça souvent, l'adulte alpha, c'est un phare. Okay. Un phare qui est clair, oui. une image de phare qui est claire. C'est une boussole que quand l'enfant est parti, il peut revenir à l'adulte. C'est pour ça qu'on les amène souvent à nous, parce que c'est nous qui sommes la boussole de l'enfant, et un contenant qu'il peut se déposer avec nos interventions positives qu'on pourrait examiner par après. Parce qu'agir avec maturité, ça réfère à quelque chose avec les émotions. Agir avec immaturité versus avec maturité, ça touche l'aspect des émotions. Ça touche l'aspect des émotions. Quand on dit un réceptacle aux émotions de l'enfant, c'est-à-dire que quand on dit agir en maturité, ça a rapport avec la façon dont j'accueille, je comprends mon émotion, je la vis, je l'exprime et je la régule. Et pour pouvoir faire ça chez un enfant, mais ça me demande toi. Oui. Pour que je puisse me déposer. Oui. Puis là, tu vas, ce qu'on appelle mentaliser, tu vas nommer mes émotions. Donc, la fameuse manie de dire il faut que l'enfant s'autorégule, c'est très faux. L'enfant ne peut pas s'autoréguler. Ça demande la co-régulation. Ça me demande l'adulte que par son empathie, par sa façon d'intervenir positivement, va me permettre de développer l'activation de certaines neurones, donc de développer chez moi mes capacités de faire confiance, mes capacités de m'apaiser, les capacités même d'être empathique puis de démontrer de l'altruisme vers les autres. Quand on est en repos, comme tu l'expliquais tout à l'heure, quand on est dans un espace où on se sent en repos, on est en sécurité auprès de l'adulte, bien, ça leur permet de jouer. Bien sûr. Parce que le jeu est important là-dedans, bien si je ne me trompe pas. Puis comme dit Déborah McNamara, pour les enfants sensibles, ça prend plus de temps, la maturité. Vois-tu? Alors, au niveau professionnel, ça a été plus rapide, mais au niveau personnel, ça a pris la moitié de ma vie, vraiment, pour dire, oui, là, j'agis avec maturité, je réfléchis. Ça a à voir aussi avec les fonctions exécutives, inhiber mes pulsions. Moi, avant, ce que je ressentais, je le garochais. Puis quand je jouais, bien, je ne tenais pas toujours compte de l'autre, la coopération. Ça c'est le processus d'intégration. Je ne m'intégrais pas à l'autre. Oui, c'est ça. Puis j'avais une difficulté à m'adapter, surtout face à de la futilité, c'est-à-dire à des situations où je devais m'adapter, puis je résistais. Puis c'est des enfants qui vivent des crises. Puis je n'étais pas émergent. J'ai passé ma vie à imiter les autres. Parce que dans la maturité affective, s'il y a un processus de base, tu le sais très bien, c'est l'émergence, c'est-à-dire d'être distinct de l'autre, comme dit si bien Gordon Neufeld. Au début, je ne comprenais pas ça. Mais un jour, j'ai compris, je peux être moi-même. Avoir ma propre pensée, mes propres opinions sur les choses, oui. Exact. Je vais te donner un exemple, Andrea. Supposons que tu aimes le rouge, parce que je vois ton cœur rouge devant toi, puis je suis son ami. Et puis, si je suis une personne émergente, puis que j'aime le bleu, bien moi, je vais dire, mon ami, elle aime le rouge, puis moi, j'aime le bleu, puis on fonctionne très bien ensemble. Je suis distinct de l'autre. Mais moi, si elle aimait le rouge, pour être amie, bien moi aussi, j'aime le rouge. Mais dans le fond, je n'aimais pas le rouge. C'est un exemple très simple. On voit ça beaucoup d'enfants. Ben oui. Puis dès la maternelle. Et là, ça demande un adulte de dire, mais tu peux avoir ta couleur de toi, puis tu vas t'aimer quand même. Confirmer là-dedans. C'est très pertinent parce que ça nous donne un point à voir de nos yeux. OK,
lui, il est émergent, il est rendu à un certain stade, il est en train d'acquérir de la maturité affective. Ça nous donne des indices, quelque chose à focaliser dans le fond. Bien sûr. Puis d'ailleurs, dans le livre de Déborah, elle nous présente un tas de caractéristiques d'un enfant, d'un ado, d'un adulte qui agit avec maturité. Donc, il prend ses responsabilités, par exemple. Il est créatif. Oui. Mais quand tu es bloqué dans ta maturité, tu ne prends pas tes responsabilités, tu manques de créativité, tu te sens perdu. Tu allais dire, c'est ça? Oui. Puis, est-ce que ça se peut aussi que parfois, on confonde l'émergence avec autre chose, avec d'autres intentions, parce qu'on est conditionné à ça? Par exemple, un enfant on va prendre le rang, c'est la consigne, mais lui fait autre chose. Sa pensée est émergente. Il veut, de son propre essor, il veut faire quelque chose différemment. Est-ce que ça se pourrait ce soit un signe d'émergence, mais que là, on l'interprète différemment parce qu'on est conditionné à ça, puis on le voit comme de l'opposition. Puis... J'ai en tête, il y a un enfant, et il arrive dans des récréations qu'au lieu de venir prendre son rang, il continue dans son jeu. Puis là, tout se joue là. Si j'ai une éducation comportementaliste, « Hey, tu as ton rang à prendre, ouais. » Mais lui, il refuse. Il est en contre-volonté, contre la volonté de l'adulte, avec sa coercition pour venir prendre le rang. Oui, mais ce qu'on peut comprendre, c'est parfois vu comme de l'opposition. Oui, on pense que c'est un trouble d'opposition, mais moi, personnellement, il n'y a pas de trouble d'opposition chez les enfants parce qu'ils n'ont pas le cerveau assez développé. À mon âge, j'ai un cerveau assez développé que je peux avoir un trouble d'opposition systématiquement parce que ça me rend trop vulnérable. Alors, il n'y a pas de trouble d'opposition. Il y a une opposition que God donne, puis d'ailleurs Déborah, que j'aime beaucoup. L'enfant est en contre-volonté de l'autre. Elle veut m'emmener prendre le rang. C'est sa volonté, moi je dis non. Si je suis un enfant attaché à Andrea, ses interventions vont m'emmener à aller vers sa volonté à partir de ma propre volonté. Parce que je suis attaché. Parce que j'ai un lien. Parce que j'ai un lien, je me sens en confiance. Et là, tu nous emmènes dans quelque chose que l'adulte alpha, c'est lui qui va intervenir justement pour sauver l'enfant. Puis lui dire, regarde, tu t'en viens avec moi, on va jaser de ce que tu as fait, puis j'ai un jeu pour toi, si on parle de jouer pour les enfants maternels, ces premières années. Et là, l'adulte alpha évite l'enfant de s'enfoncer. Dans sa contre-volonté. Oui, qui va donner peut-être un trouble d'opposition vis-à-vis cet adulte-là qui a une coercition, en fait. Parce que pour travailler la contre-volonté, il faut augmenter le lien d'attachement, diminuer nos interventions de chantage, de menaces. Parce que quand je suis en contre-volonté, je commence à être distinct de l'autre. Donc, c'est de l'émergence. Et ça commence à 2 ans avec le magnifique 2 ans. Tu parles du Terrible 2? Non. Je parle du magnifique 2 ans. Parce que c'est magnifique à 2 ans que l'enfant puisse dire non à sa figure d'attachement. Parce que si je suis attaché, je peux dire non, sachant que ma relation, elle reste là. Puis avoir ma propre volonté. Émerger, c'est d'être dans sa propre volonté, d'être dans ses propres couleurs, comme on a parlé tantôt. C'est ça l'émergence. Mais ce n'est pas suffisant, l'émergence. Mon cerveau doit apprendre à s'adapter. À s'adapter aux événements. Qui ne font pas mon affaire, aux limites qui s'imposent. Oui, exemple, on va arrêter les écrans. Par exemple, on va venir prendre son rang. Oui. Et là, ça demande un adulte alpha qui va permettre à l'enfant, avec son mur de futilité, le mur de futilité, dans le fond, c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Je dois venir prendre mon rang. Le soir, à la maison, je dois brosser mes dents. Puis c'est futile que je chiale ou pas, même si je me sens frustré, le carrefour gératoire, j'ai à m'adapter. Mais avant de m'adapter, ça se peut que je vive une crise. Donc, le processus d'adaptation, c'est un processus extraordinaire. Je peux être un enfant ou un adulte émergent sans m'adapter. J'ai commencé dans la vingtaine à devenir plus émergent
Mais j'avais un problème avec l'autorité. Je ne m'adaptais pas avec l'autorité qui m'a amené toutes sortes d'événements. Puis je le reconnais maintenant. Puis même au niveau professionnel. Donc non, il faut que je mêle l'adaptation là-dedans. C'est pas simple s'adapter. Mais ça demande des adultes alpha qui vont utiliser une éducation développementale, relationnelle et positive pour amener l'enfant dans son cerveau à s'adapter. Mais pour ça, il faut que je cesse les menaces, les punitions, le chantage, même les récompenses. Tout en lui permettant de toucher à ses émotions inconfortables. Ah, bien sûr! Parce que parfois, quand on parle d'approche développementale positive, les gens, on dirait, restent un peu accrochés à positive. Puis, il y a une mauvaise compréhension parfois. Puis, j'ai comme l'impression qu'ils peuvent avoir l'impression qu'en faisant vivre toujours des émotions agréables, bien là, on va en venir à construire sa maturité. Mais si je comprends bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est même le contraire. Bien, c'est que si j'ai une émotion comme une frustration... Oui, c'est essentiel d'aller au fond de tout ça. Bien oui. D'être bien accompagné pour la vivre, cette D'être frustration. bien accompagné. Bon, c'est quoi d'être bien accompagné? Une intervention positive. D'abord, c'est l'adulte qui maintient. Exemple, je dis à mon enfant, 30 minutes d'écran, après 30 minutes, on arrête. Bien, ça se peut que l'enfant, ça soit frustrant, réagisse. Mais si l'adulte dit, bon, OK, d'abord, un autre 30 minutes. Donc, le mur de futilité s'ouvre. L'enfant vient de changer la décision de l'adulte, mais il n'est pas en train de s'adapter dans le carrefour giratoire en bas. L'adulte a peur de la crise. Mais si je maintiens mon mur, oui, c'est difficile pour toi, je comprends. La frustration, c'est frustrant de se faire arrêter les écrans. Là, il lui reste à l'enfant à s'adapter. Mais avant de s'adapter, il va sortir dans la sortie de la crise. Mais le cerveau est assez bien fait, comme tu parlais tantôt, que quand va arriver une autre situation, je vais me sentir frustré. Mon cerveau sait que l'adulte, il se maintient sans chantage, sans menace, et que même si j'ai une crise, l'adulte va venir me consoler, me réconforter, et que l'adulte va me montrer que c'est ma frustration qui m'amène à agir ainsi, avec immaturité. Inévitablement, si on fait confiance au développement du cerveau, le cerveau va finir par s'adapter. La confiance aux compétences et aux capacités de l'enfant de se déployer, de se développer, l'espèce d'instinct naturel qui n'est pas à se développer finalement. Bien, c'est que... D'avoir confiance en ça aussi. Pour moi, il faut avoir confiance en nous comme adultes. D'abord et avant tout. Avant tout, mais ça, il faut connaître ce que c'est un cerveau immature, connaître l'immaturité ou la maturité et les caractéristiques affectives et sociales, comprendre la vulnérabilité des enfants, connaître, comme vous le faites si bien, connaître ce que c'est une intervention positive. Une intervention positive, c'est une intervention qui construit la relation d'attachement, qui construit le développement du cerveau, en partie le lobe frontal, où c'est le siège de nos capacités neurologiques extraordinaires, comme s'adapter, comme l'empathie, la gentillesse. Les 24 forces du caractère sont là, en termes de potentialité neurologique. Et c'est une intervention chez les adultes qui va permettre à l'enfant de s'adapter et de s'intégrer aussi. Le processus d'intégration, il y a 2 éléments là-dedans pour moi, que j'en comprends, s'intégrer aux autres, puis intégrer les autres dans ma vie. L'enfant mature intègre l'adulte dans sa vie, puis je m'intègre dans la vie de l'adulte. L'enfant immature, il n'intègre pas nécessairement, puis il ne s'intègre pas. Puis l'intégration aussi, c'est mon cerveau va être capable de négocier entre 2 éléments pas pareils. Exemple, Andrea, comme enseignante, elle me dit de faire telle chose, ça ne me plaît pas, j'ai une émotion de déplaisance, d'opposition même, mais en même temps, dans mon cerveau, Andrea, c'est une enseignante que j'aime, je sais que je suis en confiance et que l'enfant
mature va être capable de négocier entre les deux, de les mêler et d'arriver à prendre la décision qu'il faut. Puis le processus d'intégration vient après l'émergence et l'adaptation. Et ça demande, le lobe frontal, il faut qu'il soit opérationnel et c'est vers 8 ans. Avant 8 ans, les enfants, ils sont dans l'émergence et l'adaptation. À partir de 8 ans, on sait ça. Autrefois, on disait que la maturité, c'était vers 7 ans, tu sais. Mais on l'avait avec des comportements. Maintenant, on sait neurologiquement qu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans et parfois 10, 11 ans chez les enfants immatures, qu'il se passe un processus où je suis capable d'intégrer 2 émotions pas pareilles, 2 pensées pas pareilles. Je suis capable d'intégrer l'adulte dans ma vie et de m'intégrer. Et là, mais, ça donne le portrait complet d'agir avec maturité. Puis l'autre question que je me disais qu'on peut se poser quand on est du personnel du milieu scolaire, c'est par rapport à qu'est-ce que ça prend pour établir notre relation, pour justement contribuer au mieux au développement de la maturité affective. Fait que comment je fais pour développer ma relation? Bon, on parle de relation d'attachement. Oui, on parle de relation d'attachement qui est à la base de tout. Je ne peux rien faire avec quelqu'un qui n'est pas attaché à moi. Puis même en couple, si l'autre ne s'attache pas à moi puis je ne réussis pas à m'attacher à l'autre, on ne peut pas faire grand-chose. C'est la base de tout. Et encore, Deborah McNamara, dans son livre, par rapport à Gordon Neufeld, nous parle de 6 phases d'attachement qu'on appelle des racines, des étapes d'attachement. Il y en a 6. La première phase de l'attachement, dans nos relations, l'enfant avec sa maman quand il est très jeune, dans ses 6 premières années, et dans nos relations, on regarde nous autres, la première phase d'attachement, c'est les sens. Quand on s'est vu pour la première fois, on s'est regardé comment ça va, on se sentait bien avec quelqu'un, et cette racine des sens, eh bien, la personne dit, bien, c'est agréable d'être avec lui. Alors, pour favoriser les sens, bien, il y a des interventions que vous prônez largement, l'accueil, les dépôts, le sourire, les bienvenus, merci d'être là. C'est la base de tout. D'ailleurs, je dis souvent dans mes conférences, on doit dire merci aux enfants chaque matin d'être en notre présence. Parce que le merci, ça développe la force de la reconnaissance. L'enfant se sent bien, se sent accueilli. C'est la première racine, comme vous avez fait avec moi tantôt. On pourrait élaborer d'autres interventions là-dessus. Ensuite, cette racine-là des sens, ça nous amène à la deuxième phase, deuxième racine, la similitude, avoir des points en commun. On a des points communs. On aime les enfants, on veut procurer aux adultes des outils pour qu'ils puissent faire développer les enfants. On a des points en commun. Tout à fait. En classe, mais la similitude, c'est de savoir que les élèves et moi, on aime certaines activités, la musique, les sports, peu importe, et ça permet encore ce lien d'attachement. Et ces 2 racines de base, la similitude et les sens, eh bien là, ça commence chez l'enfant à se sentir en sécurité avec l'adulte. Ensuite arrive la 3e racine, qui est la racine d'appartenance et de la loyauté. Savoir que j'appartiens à mon enseignant. Et savoir même que mon enseignante m'appartient. Et chez les jeunes enfants, on dit, bien, c'est mon enseignante, c'est ma maman. Bien, c'est l'appartenance. C'est mon toutou, c'est mon objet. Andrea, elle me donne son crayon pour écrire, mais l'autre, il voudrait l'avoir. Non, c'est mon crayon, elle me l'a donné à moi. C'est l'appartenance. Puis là, je deviens loyal. C'est inouï, ça, ce que Gordon nous a montré. Puis une fois que cette racine-là, elle est là, la 4e racine, c'est le sentiment d'importance. Je me sens tellement important que mon enseignante, hier, je n'étais pas en classe, elle m'a dit « Tu nous as manqué ». Hey, faut-il que je sois important pour elle? Puis les élèves vont chercher ça. « Regarde, madame, ce que j'ai fait. »
Ils font ça avec leurs parents aussi. On a des enfants. Mais ce sentiment d'importance, puis savoir que je suis important dans la vie des enfants, que les enfants sont importants pour moi. Puis là, on peut faire toutes sortes d'interventions là-dedans. On travaille avec ça. Puis arrive la 5e racine, l'amour. J'aime mon enseignante. D'ailleurs, il y a un beau livre de français qui a fait sa thèse de doctorat « Quand les professeurs aiment ses élèves ». Lui qui était enseignant et qu'on riait de lui parce que lui dit « Moi, j'aime mes élèves. Oui. » Ah, fais attention, puis j'essaie. Mais il allé faire une thèse de doctorat pour prouver comme l'importance d'aimer ses élèves, l'amour. On parle d'un lien qui est plus profond. C'est important. Si tu ne vas pas, ça m'affecte. Mais c'est de l'amour. L'amour de son métier. L'amour d'un élève qui est en train de se développer avec moi. C'est la 5e racine. Puis la dernière, la 6e, est de se rendre vulnérable et qu'on est capable d'échanger, de se montrer tel qu'on est. Alors, quand ces 6 racines-là, elles sont, comment dirais-je, développées par un adulte alpha, avec ses interventions positives, mais ça fait jaillir les 3 processus de la maturité, l'émergence, l'enfant peut être lui-même, plus facilement adapté, qui s'adapte plus facilement, puis qui intègre, ce dont on a parlé tantôt. Et c'est ça votre travail IP. Et qu'à la base, avec un adulte alpha, ça demande des interventions qu'on a appelées positives, c'est-à-dire, je le répète, qui construit tout ça, qui permet le développement de tout ça. C'est ça l'éducation développementale. Oui, mais je pense aussi qu'il faut, je ne sais pas, en fait, ce qui me vient, c'est de ne pas penser non plus comme adulte, je peux être un adulte alpha, puis je fais des interventions positives avec des jeunes plus souffrants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer demain matin, mais mon rôle d'alpha, aujourd'hui, va faire cheminer ce petit minou-là dans un... Puis je ne serai pas le seul, il va en avoir d'autres. Là. On appelle ça des phares, mais on appelle ça aussi des... Tu nous avais parlé de... des adultes alpha, des gens, des poteaux qui sont importants. Signifiants, des personnes signifiantes, de confiance, tout ça. Puis je peux avoir des enfants qu'à la fin de l'année, il reste encore avec certains agissements immatures, comme moi j'avais. Parce que je connais l'immaturité affective. Je ne connais pas la maturité affective. Mon enfant intérieur ne connaît pas ça. C'est l'adulte qui connaît plus ça, mais pas mon enfant intérieur. Et je peux rester avec ça. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. C'est pour ça que dans un milieu, l'école, qui devrait être un milieu de sécurité, qui devrait être une niche, et si on installe, comme vous le faites, l'éducation développementale, s'intéresser au développement et non pas le comportement. Le comportement, c'est un langage que l'enfant utilise inconsciemment pour dire à l'adulte, voici ce qui se passe en dedans de moi. Est-ce que tu peux m'aider? Autrefois, avant d'avoir toutes les connaissances sur le développement et les neurosciences, on avait juste le comportement de l'enfant. Puis si on obtenait le comportement qu'on voulait, on se disait, bien, j'ai fait du bon travail, puis l'enfant, il commence à être mieux. Mais ça ne veut pas dire que son cerveau était mieux, parce que s'il pouvait avoir des répercussions d'explosion ailleurs. Maintenant, les neurosciences humaines, les neurosciences affectives, nous montrent que c'est par cette voie-là qu'on va faire développer, activer le cerveau. On va lui faire développer ses fonctions exécutives comme la flexibilité, la gestion de ses émotions. Il faut être en co-régulation avec l'élève. Puis, je vais apporter quelque chose qui me tracasse, c'est quand on dit aux élèves, « Tu as fait un mauvais choix, tu as fait un bon choix. » C'est terrible. C'est terrible parce que ce n'est pas un choix avec la conscience que l'enfant fait. Pas du tout. Donc, il ne faut jamais douter de l'intention de l'enfant. Gordon nous disait, puis ça, je suis d'accord avec lui, jeune, j'avais des bonnes intentions. Tu vas-tu mieux jouer avec les élèves? Oui. Je sortais de ma récréation, puis je m'étais encore tiraillé ou chicané. Puis là, on me disait, mais tu n'as pas des bonnes intentions. L'intention, c'est mon filet de base. Maintenant, mon cerveau n'est pas assez mature encore pour arriver à obtenir le comportement que je veux.
hein, pour obtenir le comportement que je veux. Donc, je reviens sur les mauvais choix et bons choix. D'ailleurs, qui disent rien. Si tu me dis, Richard, tu as fait un mauvais choix, moi, je te dirais, bien, montre-moi comment faire. Oui. Alors, c'est pas dans lui disant mauvais choix et bon choix, c'est lui dire, ce que tu viens de faire, je vais te montrer à faire différemment. J'ai le privilège d'observer des enseignantes qui ont le langage alpha de dire « Laisse-toi guider par ma voix, viens auprès de moi, je vais te montrer comment le faire, tu peux compter sur moi, je sais ce qui est bon pour toi. » Puis qui retourne vers l'enfant après que la tâche soit faite, par exemple, puis qui leur dit « Et puis, comment ça s'est passé? T'as vu? Tu peux te fier sur moi. Je vais prendre soin de toi, on va le faire ensemble. » Puis c'est magnifique de voir ça, d'entendre ça. C'est Il y a beau. plein de belles C'est choses. Il y en beau. a plein qui le font. Ouais. Je suis entouré, on est entouré. Moi, j'ai une douzaine de personnes autour de moi qui travaillent comme ça. Dire à l'enfant, je sais ce qui est bon pour toi. Merci de me faire confiance. Ça processe tranquillement. Exact. Tu sais, les racines courent là, Exact, tranquillement pour exact. faire émerger Bien tout sûr, ça. bien sûr. Ouais. Alors, c'est beau ce que toute l'approche de Gordon Neufeld qu'on met en pratique ici, et ce qu'on appelle les interventions positives, qui vient de la psychologie positive. Si on travaillait à développer leur force du caractère, Oui. les 24 forces qu'on connaît assez bien, de Martin Seligman, eh bien là, encore là, ça aide à la maturité. Parce qu'il y a un lien entre les 24 forces du caractère et la maturité ou l'immaturité affective, puis il y a un lien avec les fonctions exécutives. C'est inouï, ça. Il y a des liens entre ça. Je dirais même que ça aide, comme adulte, à se centrer sur ce qu'il y a à développer plutôt Voilà. que ce qu'il y a à corriger. Oui. Ah, c'est bien dit. Donc, quand C'est on va bien dans le développement des 24 forces, qu'on voit, OK, il est arrivé telle chose, quelle force il y a besoin de développer pour que ça se passe mieux, que Ben ça oui. se passe bien. Puis qu'il nommer se la sente force à l'enfant. Oui. Je dis souvent, on a des mots croustilles ou des mots chips, là, pour traduire ça en français. Quand on dit, ben, c'est beau, wow, Félicitations. Génial. félicitations, mais dans le fond, Merveilleux. c'est pas des mauvais mots, mais ça ne dit pas grand-chose. Mais ce que je viens de faire, ce que je viens de voir de toi, mais c'est beau parce que ça s'appelle la gentillesse. Nommer la force. Nommer la force. Hein? Ça s'appelle la patience. Tu as rendu compte comment tu as été patient? Tu as rendu compte comment tu as résisté? Bien là, en nommant ça, ça développe le lobe frontal. Parce que l'enfant, s'il prend conscience de ses forces, la conscience est dans le lobe frontal. À moins que je me trompe, là. Alors, c'est ça le travail que vous faites avec votre démarche qu'on appelle les interventions positives. Vous favorisez la maturité affective, mais ça peut prendre des années avant que ça soit bien installé. Il faut être patient. Bien, il faut être patient, puis il faut croire Comprendre. dans ce qu'on fait. Il faut comprendre. C'est oui, ça que je disais tantôt. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance que mes interventions sollicitent le développement du cerveau. Il faut faire confiance au cerveau de l'enfant. Puis il faut faire confiance aux autres adultes qui vont Les aussi accompagnent. continuer ce travail-là dans le cerveau de l'enfant. Parce que l'outil qu'on a, là, quand on est éducateur, éducatrice, parent, c'est le cerveau de l'enfant. On peut avoir des enfants pas de bras, pas de jambes, qui n'est pas souhaitable, puis aider cet enfant-là à vivre s'épanouir. à cause quand même, qu'on peut c'est faire ça. appel à son cerveau. Et le cerveau de l'enfant ne peut pas se développer sainement sans la qualité de présence Les d'adultes de confiance, signifiant, d'attachement alpha. C'est merveilleux. Puis là, il y a des actions qui se font à petite échelle, Oui. tu sais, d'un enseignant qui Oui. a l'initiative de faire des choses, mais il y a des choses qui se font à plus grande échelle. Puis c'est magnifique de voir ça aussi. Par exemple, on a des écoles qui vont changer leur structure des fois pour justement être plus dans cette approche-là, être capable d'être plus accueillant. Exemple, on change une routine pour entrer dans l'école, on fait un rituel empathique, on s'organise pour que les élèves, les adultes soient à des endroits spécifiques pour que les élèves puissent les croiser, puissent se référer à leur adulte significatif, puissent aller vider leur sac d'émotions s'ils ont besoin, pour être disposés aux apprentissages. Il y a tellement de belles choses De qui se belles vivent. réalisations dans l'esprit. Puis je veux revenir sur ce que tu dis. Les adultes se placent
faut que les enfants les voient. Et quand je vois mon adulte, ça m'apaise dans mon cerveau. Moi, quand j'étais jeune, puis je voyais mon prof près de moi qui s'approchait, qui souriait, mais ça m'apaisait. Donc, ça amène dans mon cerveau, comme Catherine Guéguen le dit si bien, de l'ocytocine, des endorphines, de la sérotonine et de la dopamine. Cocktail parfait pour développer un lien d'attachement profond. Oui, puis pour favoriser la maturité. Donc, c'est la qualité de présence des adultes. C'est pour ça que... Puis du réseau d'adultes, du la réseau. confiance entre le réseau d'adultes. Je vois aussi des actions de plus en plus dans les milieux qui invitent à plein de moments les parents, les familles à venir vivre un moment dans l'école, pas au bulletin nécessairement, mais d'autres moments où on prend un repas ensemble, on fait une activité par enfant, on échange sur les ponts d'attachement, les ponts d'attachement. Ben oui, voit ces interactions-là entre ces adultes de confiance, puis ça favorise tellement. Après ça, l'enfant se laisse beaucoup plus guider par les adultes de l'école parce qu'il y a un lien là, entre les parents. Ça demande de la coopération entre adultes. J'ai un phénomène, il y a une de mes amies qui intervenait avec un élève. Il fallait qu'elle intervienne pour faire cesser certains comportements. Et c'est un enfant qui a des symptômes d'autisme. Donc, il s'est mis à réagir à mon ami qui a intervenu avec positivité. Qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider? Puis cet enfant-là, avec sa pulsion, tu me cherches tout le temps, puis il l'a frappé au bras 2-3 fois. On ne s'est pas laissé distraire là-dessus. Puis elle a demandé de l'aide d'une de ses collègues qui est venue aider cet enfant-là, une autre collègue alpha. Un alpha, et ça se peut qu'avec un enfant, cet enfant-là fait du transfert sur moi. Là, c'était plus propice qu'elle continue. C'est un autre adulte qui est venu. Puis une fois qu'il a été apaisé, avec cet adulte-là, elle est retournée voir l'enfant. Elle a dit, tu sais, je ne voulais pas être ton ennemi, je voulais être ton allié, je voulais t'aider. Puis là, l'enfant, il était plus apaisé. Puis elle a dit plus que ça. Elle a dit, à la prochaine récréation, je m'en vais jouer au soccer avec toi. L'adulte s'est fait frapper, là. Elle a dit, je suis allée, puis elle était jouée avec lui. Et ce n'était pas son élève, c'était un élève d'une classe inférieure. Elle a joué au soccer. Pourquoi? Parce qu'elle voulait justement que l'enfant soit bien avec elle, elle être bien avec l'enfant, puis reprendre la relation. Parce qu'il y a 3 éléments. Il y a l'autre, il y a moi, mais il y a la relation. Puis à la fin, il jouait, il avait du plaisir. Et puis, les journées par après, il s'arrangeait pour passer près de cet adulte-là, puis lui dire bonjour. Alors, c'est inouï, ça. Alors, être capable de passer par-dessus des épreuves pareilles. Bien sûr. On entend toutes sortes de choses sur ce qui peut se passer dans nos écoles. Comme je le disais, on déplore beaucoup l'immaturité qui amène à des gestes, à des paroles spontanées, des pulsions un peu incontrôlées. Puis parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais je trouve ça beau d'entendre ça, d'être capable de demeurer dans mon rôle d'alpha. Oui, prendre un peu de recul, donner le relais à une collègue, puis après ça, revenir comme alpha, mais garder la posture, je sais ce qui est bon pour toi, encore, même malgré ce qui s'est passé. Je trouve ça magnifique, tu sais, qu'on puisse communiquer ça, puis qu'on puisse continuer d'avancer là-dedans. Alors, ça demande beaucoup de force, puis dont l'indulgence. Et l'enfant ne l'a pas fait exprès. Le pardon. Le pardon, l'indulgence, ça fait partie des forces. Mais ces forces-là, la compréhension, tout ça, c'est de la maturité. Donc, pour terminer, je dirais, oui, on veut développer la maturité affective et sociale des enfants, mais il faut que nous, on ait développé notre propre maturité affective et sociale. Aussi. Aussi. Et ça, c'est un travail quotidien. Et c'est pour ça que je dis que si on travaille dans cette approche-là, parce que c'est une approche, tout est une question d'approche. Comment j'approche l'enfant? Alors, si on travaille dans cette approche-là, bien, je pense que notre travail, c'est une vocation. Oui, effectivement. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Puis merci à vous. Merci à vous. Continuez votre bon travail. Oui, c'est bien notre projet. Il faut que les gens aussi comprennent que notre rencontre d'aujourd'hui, dans les milieux scolaires, on fait la suite de ce qu'on jase aujourd'hui. Donc,
il y aura assurément des ateliers qui seront proposés aux milieux qui feront la demande là, Et vous avez de revenir sur l'adulte alpha, de revenir sur la maturité affective. le carrefourage. de Le bien la carrefour, comprendre, tout ça. Bien comprendre ça. Et puis, vous avez une belle équipe, parce que j'ai le plaisir, le bonheur aussi, le privilège de travailler avec beaucoup de membres de l'équipe. Et ça, c'est un cadeau qui est fantastique pour moi. Merci de votre confiance. Merci beaucoup.